Le titre de ma conférence, enfin de cette masterclass, est un peu difficile peut-être pour vous, car il s'agit de l'intégrité comme pouvoir de faire. C'est un titre qui semble un peu moral, et je n'ai pas l'intention de faire ici une leçon de morale, mais juste d'expliquer ce qu'a été pour moi la découverte du cinéma et aussi le trajet que j'ai essayé de faire et qui m'a amené non seulement à faire un travail personnel, mais un travail personnel avec les autres dans le cadre du cinéma français et européen. J'ai fait des études de lettres et de philosophie et j'aurais dû être professeur. Pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas souhaité enseigner parce que je pensais que je ne pouvais transmettre que ce que je venais d'apprendre. Donc j'ai quitté la ville universitaire de province où j'étais en France pour aller à Paris. Et comme mon père était mort et que ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai habité pendant 6 mois dans ma voiture, suivant une sorte de, comment dire, d'imaginaire comme ça, de quelqu'un qui faisait un peu comme dans les romans de Balzac ou comme dans certains romans américains. Et donc, j'ai commencé par travailler pour gagner ma vie dans toutes sortes de petits travaux. Mais il est vrai que j'avais fait des études et que j'avais quand même acquis un certain nombre de bases de culture et de bases critiques également. J'ai commencé par écrire mon premier scénario, qui était un scénario de long métrage. Et finalement, à mesure que je vivais des difficultés personnelles pour vivre tout simplement, je me suis dit que la seule force que j'avais, c'était de ne jamais dévier de mon désir. Quel était mon désir? C'était un désir de liberté, c'était un désir de pouvoir faire ce qui était dans ma tête, de pouvoir montrer des images, de pouvoir évoquer par la littérature, car j'écris également des romans, de pouvoir construire un monde personnel, mais en même temps un monde qui rejoigne et qui soit offert, en quelque sorte, à tous les autres. J'étais jeune et donc j'avais assez peu d'expérience de la vie, en dehors de ma vie personnelle et familiale. J'ai commencé par travailler dans une ville du nord de la France, qui était une sorte de ghetto coupé du monde, un monde très pauvre de gens qui, après la guerre, s'étaient retrouvés dans une sorte de bidonville et avaient construit une sorte de monde assez précaire, dans lequel il y avait toutes sortes de récits imaginaires, mais aussi des difficultés à vivre qui, justement, interrogeaient ma propre existence. C'est là que j'ai situé mon premier film, qui à la fois s'inspirait des choses que les gens me disaient, mais aussi je les réécrivais et eux-mêmes jouaient dans mon film avec, par ailleurs, des acteurs professionnels. J'ai trouvé de l'argent, un peu, à travers un centre de recherche musicale et cinématographique, mais c'était un petit budget. J'ai donc dû donner beaucoup de moi-même pour arriver à faire ce film. J'ai mis à peu près 1 an et demi de travail. Par ailleurs, je devais gagner ma vie aussi pour pouvoir alimenter ma propre existence. Mais les techniciens étaient payés et les acteurs l'étaient aussi, et moi-même un peu. Voilà, ça a été ma première expérience cinématographique. Et ensuite, je suis arrivée à faire à peu près sur ce même mode de production 3 films de long métrage. C'est vieux parce que j'ai 65 ans, c'est l'heure des bilans. C'est pour ça que je peux aujourd'hui parler en regardant un chemin de vie finalement, qui est le mien, sur 40 années de cinéma, de réalisation. À partir du moment où j'ai commencé à faire ces films, je me suis rendu compte qu'il était très difficile de tenir une voie, un chemin personnel. Pourtant, j'étais guidée là-dedans par une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Montaigne, qui a écrit un très beau texte au XVIe siècle qui s'appelle Les Essais. Et dans ce texte, il y a une très belle phrase: tout homme, toute femme, enfin tout être humain, porte en lui la forme entière de l'humaine condition.
Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a tout le monde, il y a tous les autres, et après, affiner son regard, c'est comprendre comment, au contact du réel, des difficultés, des épreuves, des guerres, de toutes sortes de guerres, car il y a les guerres violentes, d'affrontements, mais il y a aussi les guerres économiques, il y a aussi les guerres individuelles, les guerres intimes parfois, à travers toutes les maladies, comment, à travers toutes ces épreuves, s'affine le regard qu'on porte sur le monde et comment il se nourrit également de tout ce que les autres vivent et de tout ce que les autres nous apportent. Ça a donc été ma première constatation que si je voulais construire une démarche artistique, je devais être intègre par rapport à moi-même, c'est-à-dire ne jamais dévier de mon désir, quoi qu'il arrive, et aussi ne jamais dévier du désir de rencontrer les autres et de mieux les connaître. Les autres, c'est-à-dire les gens qui m'entourent, mais c'est aussi comprendre ce qui se passe dans les autres pays, c'est aussi me confronter aux critiques des autres, c'est aussi me confronter à d'autres cultures, à d'autres manières de penser, à des pays, des gens qui vivent dans des situations très diverses. Quand j'ai commencé donc à faire ce travail cinématographique et à travailler avec des acteurs et des techniciens, pendant 3 films, j'ai pu ignorer ce qu'était la production. Je trouvais de l'argent, j'étais jeune, on avait envie de m'encourager parce que mes films avaient un certain succès critique et parfois succès commercial. Mais au bout de 3 films, je me suis rendu compte que... Alors déjà, j'avais commencé par l'écriture. Puis ensuite, je me suis dit que si je voulais être plus précise dans mon travail, il fallait que je réalise. Il fallait que moi-même, ce rêve que j'avais dans la tête, je le fasse passer à travers les techniciens, à travers les acteurs, et que je me confronte à ce qu'est finalement un réalisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui rend réel un rêve. Rendre réel un rêve, c'est parvenir par toutes sortes de moyens, les uns de l'ordre de la sensibilité, les autres de l'ordre du langage, parfois de l'affection, parfois du conflit, d'arriver à faire voir aux gens quelque chose qui n'existe pas. Un film, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et le scénario n'est pas suffisant. Un scénario, c'est une partition musicale, elle doit être interprétée par un orchestre, et cet orchestre, ce sont les acteurs, et qui sont en quelque sorte, je dirais, les instruments solos, ou les voix, et puis les techniciens. Donc, le travail de mise en scène, pour moi, ça a été savoir parler aux uns et aux autres, en essayant de comprendre qui ils sont, et jamais je ne parle finalement à un groupe. Je ne parle au groupe que quand j'ai parlé à chacun, en fonction de son travail, mais aussi en fonction de sa sensibilité, que j'essaie de comprendre avant de travailler. Donc ma manière de travailler, c'est souvent de déjeuner, de boire des verres, de marcher, de discuter, et pas toujours du film, avec les gens avec lesquels je vais travailler. Mon travail, c'est d'abord comprendre comment je peux les atteindre, par quel biais, par quel mot, par quel geste, par quelle situation, je peux leur transmettre ce rêve d'un film, ces images, ces lumières, ces voix, ces sons, qui finalement, orchestrés par eux, vont devenir un film. Après avoir fait 3 films, je me suis dit que si je voulais être encore plus libre, il fallait que je crée ma propre société de production, ce que j'ai fait, avec 2 amis. Pourquoi ? Parce que les producteurs de cinéma, quels qu'ils soient, ont toujours, que ce soit des producteurs indépendants ou que ce soit des grands studios, ont toujours plusieurs projets à réaliser, à mettre en œuvre. Et bien souvent, je me suis rendu compte que finalement, les scénarios, le projet du metteur en scène, s'il est auteur de son scénario, est un projet parmi d'autres. Tandis que pour moi, c'est mon projet. Et je suis beaucoup plus leader de mon propre projet que personne d'autre ne peut l'être. À mesure que je faisais des films, j'ai été amenée à travers les festivals, à travers les rencontres, à travers la sortie du film, à travers les techniciens, à travers les acteurs, à
comprendre comment fonctionnait le cinéma. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment se finançait le cinéma. Dès mon premier ou deuxième film, j'ai dû, avec les producteurs, aller voir les financiers. Parce que ils sentaient que moi-même, j'étais plus décisive dans ma manière de convaincre qu'eux-mêmes ne pouvaient l'être. Pourquoi un producteur veut faire un film? Parce qu'il l'aime, parce qu'il a de l'estime pour le réalisateur ou la réalisatrice. Mais ça n'est pas son unique projet. Il a 5 ou 6 projets, et le producteur, il a une société, il doit gagner de l'argent, il doit investir, et donc un producteur investira toujours dans le projet qui est le premier financé. Et donc le temps passe, parce que plus les projets sont durs à financer, plus leur temps d'aboutissement est long. Et moi, je n'ai qu'une vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une société de production pour pouvoir être la personne qui va développer mes propres films. C'est-à-dire chercher les premiers financements, trouver les acteurs, trouver les lieux, les décors naturels, trouver les laboratoires qui peuvent éventuellement m'aider. Et ensuite, soit j'ai la force de produire en film, ce qui m'est arrivé pour plusieurs d'entre eux, soit je m'allie avec un producteur, parce que ce producteur, je lui apporte déjà un certain nombre de choses qui rendent le film possible. Donc, mon travail a toujours été à la fois d'être libre, le maximum de liberté pour pouvoir faire vivre mon désir et mon projet, de ne jamais me plaindre et de toujours essayer d'être constructive et de comprendre comment les choses se passent sans passivité et jamais et sans violence. Parfois avec un peu de provocation, c'est nécessaire, mais pour s'amuser. Et donc, de trouver des alliés pour faire. Alors, quand je parle d'intégrité, effectivement, il y a un peu de morale dans cette affaire. Chaque réalisateur en France, mais en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, maintenant, dans le contexte de la mondialisation, est en compétition pour faire ses films. L'argent n'est pas infini. Et chaque réalisateur est en compétition avec un autre. Et c'est une vision, je dirais, de jeunesse et qui a sa beauté de penser qu'on est plus génial que tout le monde. Si on ne pense pas, c'est très difficile de tenir dans ce métier. Il faut le penser. Pour autant, il faut savoir que ça n'est qu'un désir parmi d'autres. Et que donc il faut garder ce désir le plus flamboyant possible. Il faut alimenter sans arrêt son propre désir pour qu'il tienne en face des désirs parfois plus forts de ceux des autres et de leurs convictions. Pour autant, même si le travail d'artiste est un travail extrêmement individualiste et personnel, j'ai toujours essayé de comprendre comment fonctionnaient les choses pour pouvoir en même temps me situer dans un monde finalement où je recherche, comme beaucoup de gens, une sorte d'idéal qui est non seulement l'aboutissement personnel de mon travail, mais une sorte de mouvement qui permet une émulation entre nous autant qu'une compétition. À cet égard, je suis assez fière d'être française, ce qui paraît, je dirais, une sorte de chose assez comique, car les Français ont la réputation d'être très arrogants, très prétentieux, un peu comme le coq, et aussi d'être des donneurs de leçons. Je ne veux pas du tout être donneuse de leçons, je dis simplement que ce dont je suis fière, c'est que en France, on est arrivé à faire en sorte que le cinéma perdure. Il peut ne pas plaire. On peut considérer que le cinéma américain, avec ses moyens considérables, avec ses effets spéciaux, avec toutes sortes de choses, est meilleur que le nôtre. On peut le considérer, ou en tout cas film par film. Mais c'est un autre monde. C'est un monde magnifique, le cinéma américain, mais malgré tout, c'est un monde qui véhicule l'American Way of Life à travers un cinéma prestigieux, extrêmement bien fait, plein de rêves, mais qui, sauf dans son cinéma indépendant, très difficile à faire, rend peu compte de la réalité de son pays. Le cinéma américain est un cinéma du rêve
qui se donne les moyens de rêver, et c'est magique, c'est magnifique. D'ailleurs, en France, il est accueilli dans beaucoup de salles, et c'est même le cinéma américain qui occupe le plus d'écrans. Il y a à peu près 4800 écrans de cinéma en France, dans tout le pays, et le cinéma américain sort sur beaucoup de copies, et nous avons beaucoup d'admiration pour ce cinéma. Toutefois, notre projet a été aussi, collectivement, et à travers la culture de notre pays, de maintenir un cinéma souvent plus modeste, en termes d'effets spéciaux, mais qui travaille dans la tradition culturelle qui est la nôtre, et qui est justement de travailler sur l'humain, de proposer un regard de notre pays qui n'est pas toujours élogieux, car nous travaillons aussi sur le social, sur l'intime, sur tous les lieux, qui sont parfois des lieux, je dirais, de conflit, et qui ne sont pas nécessairement des lieux de rêve, au sens qu'on peut l'entendre, et d'imaginaire. Ça, comment avons-nous construit cette possibilité de demeurer ce que nous sommes, et ce qui est notre tradition culturelle, qui n'exclut pas les films imaginaires, ni les bandes dessinées, ni les films qui sont des dessins animés, ni certains films qui travaillent justement strictement sur l'imaginaire et sur les effets spéciaux, et il y en a en France aussi. Nous avons construit un monde cinématographique qu'on pourrait appeler régulé, c'est-à-dire un monde où ce sont les billets de la salle de cinéma, tous les gens qui vont voir des films, tous les spectateurs qui vont voir aussi bien des films américains, des films européens, des films asiatiques que des films français, une petite part de l'argent de ces billets est prélevée et va non pas à l'État, comme on le croit ou comme on le dit parfois, le cinéma français n'est pas subventionné. Une petite partie de l'argent des tickets vendus dans les salles est prélevée et va vers ce qu'on appelle le Centre national du cinéma et constitue ce qu'on appelle le fonds de soutien cinématographique. C'est-à-dire que cet argent est ramassé dans ce centre, et ce centre n'est pas un lieu strictement d'État, il y a quelques représentants de l'État, mais ce sont toutes les professions cinématographiques, c'est-à-dire les réalisateurs, les auteurs, les distributeurs, les exploitants, tous les gens qui font le cinéma, les industries techniques également, qui se rassemblent dans des commissions et qui gèrent ce fonds de soutien. Ce fonds de soutien cinématographique permet, à travers les commissions, de choisir un certain nombre de films qui vont être aidés soit pour se faire, c'est-à-dire que cet argent qui est recueilli dans la salle va être reversé à un certain nombre de films, ça s'appelle le soutien sélectif, à travers des commissions interprofessionnelles. Et il y a ensuite du soutien automatique, c'est-à-dire quand des producteurs ont fait 4 films dans l'année, par exemple, 3 ou 2, ils peuvent bénéficier d'une certaine somme de cet argent prélevé sur les billets. Par ailleurs, comme dans le cinéma français, on peut dire que les budgets sont un peu plus élevés qu'ailleurs, moins qu'aux États-Unis, mais sans doute plus que dans certains pays d'Europe. Pourquoi les films sont-ils plus chers? Parfois je vais dans d'autres pays d'Europe, on me dit « Mais attendez, avec le budget que vous énoncez, on pourrait faire 5 films. » Oui, mais comment? Le problème en France, c'est que tout film doit bénéficier d'un visa d'exploitation cinématographique, c'est-à-dire que tout producteur doit payer les gens avec lesquels il travaille. Et ils ne doivent pas les payer avec des enveloppes d'argent liquide. Et il doit les payer avec des chèques, en payant également les charges sociales qui, dans le futur, permettront de payer des recettes. Sur les films, les recettes sont assujetties à des impôts, donc ils sont reversés à l'État. Et tout cet argent fait que l'État est très intéressé à maintenir l'économie cinématographique, car ça crée du travail. Donc, c'est une sorte d'économie en cercle qui fait que l'État est, par certains côtés, amené aussi à soutenir le cinéma, puisque le cinéma produit du travail et produit de l'argent. Mais cette organisation-là a été faite, je dirais à partir de l'après-guerre, donc à partir des années 45-50, avec toute la profession cinématographique, et c'est ce qui permet aussi au cinéma français de financer des films européens, car beaucoup de films européens se font avec des coproductions françaises. C'est aussi ce qui a permis de créer dans d'autres lieux, notamment en Asie, l'équivalent de notre centre du cinéma, notamment en Corée, où il n'y avait plus de cinéma.
D'autres pays d'Europe, avant la création justement d'une Europe un peu plus construite, n'ont pas fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, qui avaient une immense cinématographie, des gens comme Fellini en Espagne, en Italie, pardon, ou en Espagne, des grands réalisateurs, n'ont pas pu continuer leurs films, sauf s'ils étaient financés par la France, parce qu'il n'y avait pas de centre de cinéma. Quel est le pouvoir du centre de cinéma? C'est-à-dire ce lieu où tous les professionnels du cinéma se rassemblent. Et quand je dis professionnels, ça veut dire aussi les gens qui soutiennent le cinéma en tant qu'amateurs, c'est-à-dire ceux qui paient des billets en salle. C'est aussi tout ce réseau du cinéma d'auteur qui s'est construit en France. Ce sont aussi les festivals qui donnent à aimer le cinéma. Alors, par ailleurs, en France, il y a aussi des quotas pour que de jeunes réalisateurs ou réalisatrices puissent venir dans la profession. C'est-à-dire que, par exemple, il y a au moins 50 films de premiers films qui sont produits tous les ans. L'importance de cette organisation des gens qui font le cinéma, pour nous, est notoire. Si le centre n'existait pas, le centre du cinéma, nous n'aurions plus de cinéma. Parce que cet ensemble d'organisations professionnelles permet aussi d'exiger de l'État qu'il donne des obligations aux chaînes publiques, aux chaînes de télévision publiques, aux chaînes privées, des obligations de créer des sociétés filiales qui sont obligées, s'ils veulent pouvoir émettre sur le territoire, de financer en partie le cinéma. C'est le cas de Canal+, et c'est le cas de toutes les chaînes privées. Dans d'autres pays, comme l'Italie ou l'Espagne, où ces obligations n'ont pas été imposées, alors il n'y a pas eu de cinéma. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de cinéma. Il commence à se reconstruire, mais pendant un certain temps, il s'est effondré. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut que partout se créent des centres nationaux du cinéma. Chacun et chaque pays fait ce qu'il veut. C'est pourtant, dans mon pays, ce qui nous garantit une certaine liberté. Car l'État n'a peu à voir avec les choix qui sont faits. Ce sont des choix qui sont faits par les cinéastes et par les gens qui font le cinéma eux-mêmes. C'est aussi pour ça que des grands festivals ont été créés et que nous les soutenons, comme le Festival de Cannes, qui accueille non seulement le cinéma français, mais aussi le cinéma du monde entier. Car c'est dans le lien avec les artistes du monde entier, cinéastes, mais aussi dans tous les mondes artistiques, que nous pouvons construire quelque chose qui finalement est un peu plus libre que tous les mots d'ordre politiques qui peuvent nous arriver dans tous les pays, quels qu'ils soient. Aussi bien dans les pays occidentaux que dans les pays qui ne le sont pas. Le problème n'est pas là. Je pense que l'art, quel qu'il soit, est en relation avec la paix, avec le désir de paix. Mais il est aussi nécessaire, et c'est une discussion que j'ai eue avec une traductrice ce matin, on nous dit « mais les Français sont toujours en train de critiquer, ils ne sont jamais contents de rien ». Je dirais que c'est vrai, nous sommes toujours critiques, et moi-même la première. Rien ne nous satisfait jamais, même dans le quotidien. Et beaucoup de gens nous disent « vous avez de la chance de vivre dans ce pays qui est en paix depuis 70 ans, etc. » C'est vrai. Et vous êtes toujours en train de vous plaindre ou de râler quand quelque chose ne va pas. C'est vrai. Mais c'est parce que, au jour le jour, nous nommons ce qui ne va pas, que nous pouvons éviter parfois d'énormes clashs, comme ceux qui se produisent dans une cocotte minute, quand rien ne va, qu'on ne le nomme pas, et que d'un seul coup, tout explose. C'est ce qui s'est passé dans notre pays, d'ailleurs, au moment de la Révolution française. La situation était très compliquée, les gens ne se plaignaient pas, ils n'avaient guère la possibilité de le faire, ne s'organisaient pas, et d'un seul coup, parce qu'un été a été très chaud, qu'il manquait du pain, que les blés étaient séchés, alors il y a eu une explosion. Je crois que nous avons tiré parti de cette histoire, car une révolution n'est jamais une chose, agréable, et elle n'amène jamais immédiatement quelque chose de beau. C'est quand même souvent beaucoup de tristesse et beaucoup de violence et beaucoup de morts. Donc la critique qui en France est née au XVIIIe siècle, c'est-à-dire après la monarchie absolue, après la Révolution aussi, avant d'ailleurs les philosophes des Lumières, mais après la Révolution, il y a eu cette conscience qu'au lieu d'attendre de ne plus pouvoir, il fallait sans cesse organiser ensemble quelque chose qui était possible pour tous. En faisant des concessions parfois, en faisant de sa propre critique, en essayant de comprendre et
qu'il valait mieux critiquer jour après jour pour essayer de trouver une sorte de négociation et de possibilité de vivre ensemble, plutôt que d'aller vers quelque chose de comment dire, très difficile et très dur. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais dans tous les pays quand je peux et quand on m'y invite, et c'est le cas ici. Je pense que quoi qu'il arrive dans les pays, il ne faut jamais casser les liens entre les artistes de tous les pays. Car les artistes de tous les pays sont à la fois des individus et constituent en même temps, dans tous les mondes, comment dire, des mondes sensibles et des mondes, j'espère, intelligents et humains. Ici, je suis très heureuse d'être à Odessa. Je trouve cette ville absolument magnifique. C'est une ville qui a une très grande... C'est une ville mythique en France. On la voit apparaître dans les textes de Balzac. On la voit... elle a nourri l'imaginaire de nos artistes en France. C'est une ville qui a connu beaucoup d'artistes qu'on a pu recevoir, tous les musiciens, les écrivains. Et je suis profondément touchée d'être ici aujourd'hui. Et je mesure à quel point cette ville est belle. Et sans doute va-t-elle m'apporter beaucoup de choses à mesure des discussions que nous aurons ensemble. Voilà, j'ai dit... bon, si vous souhaitez me poser des questions plus précisément sur mon travail, ou si vous souhaitez me poser des questions sur les financements, sur les méthodes de production, sur l'enseignement du cinéma en France, si vous souhaitez me faire des critiques par rapport à ce que je viens de dire, je les écouterai très volontiers. Et sachez que je suis là justement dans un esprit d'amitié et d'ouverture. Si je comprends bien, il y a 3 questions dans votre question. La première question concerne les droits. Alors, en France, quand on écrit un scénario, soit on garde ses droits et on les met en coproduction, c'est-à-dire qu'ils entrent dans le financement du film. On évalue à combien sont nos droits. On les évalue par rapport à notre notoriété, par rapport à la possibilité évaluée que le nombre d'entrées que le film peut faire. Ça, c'est toujours très difficile, mais il y a 2 facteurs. L'aspect commercial du film, sa possibilité d'engranger des entrées, et la notoriété du réalisateur. Soit on fait un contrat dans lequel cet argent n'est pas pris par le réalisateur, il est mis en coproduction dans le film. Le réalisateur devient coproducteur. Enfin, l'auteur devient coproducteur du film. Il y a 3 contrats pour les auteurs-réalisateurs. Il y a le contrat d'auteur, le contrat, si on est réalisateur soi-même, si on est auteur-réalisateur, il y a 3 contrats. Le contrat de droit d'auteur, le contrat de réalisateur-technicien, c'est-à-dire de chef de chantier d'une équipe, et le contrat de metteur en scène, c'est-à-dire le contrat de la mise en scène, de la capacité de créer des images, de diriger les acteurs, etc. Le contrat de droit d'auteur, soit on travaille seul, et donc on peut mettre son scénario en coproduction, ou alors le producteur nous paie pour cela, mais pour autant, le producteur ne dispose de ses droits que pour un certain nombre d'années, qui vont en général jusqu'au temps d'amortissement du film. C'est-à-dire quand le film qui a coûté X euros est rentabilisé par la salle, par les passages télévision, par les passages sur la vidéo numérique, par les passages sur Internet, etc., alors l'auteur touche des pourcentages au regard des bénéfices. Et ça, c'est toute une lutte, ça n'est pas simple. Donc, effectivement, là, c'est notre travail d'amener l'obligation des producteurs de restituer de l'argent aux auteurs et aux réalisateurs après amortissement du coût du film.
La deuxième question concernait... I'm sorry, je ne comprends pas très bien la notion de fréquence. Je veux dire qu'un film, ce n'est pas tellement la fréquence, puisqu'il y a 4800 écrans en France. Il est certain que quand un blockbuster américain sort, il peut aller jusqu'à 800 écrans. Mais en tout cas, après, c'est le marché. Je veux dire, on est dans un pays qui fonctionne aussi avec le marché. Cependant, il y a des règles de pondération, c'est-à-dire qu'il y a des salles qui sont plutôt spécialisées dans les films d'auteur, non seulement français, mais européens, et parfois même asiatiques. Même dans les multiplexes où se montre le cinéma commercial américain, il y a toujours une ou deux salles dans lesquelles sont montrés des films différents. Toujours est-il que quand même le public français, globalement, va voir jusqu'à 40 ou 45% des tickets qui sont vendus, selon les années, 45% des tickets sont des tickets vendus pour la cinématographie française et européenne, et asiatique aussi. Donc, le cinéma européen en France continue de vivre. C'est une bagarre constante. Parce qu'évidemment, les blockbusters attirent beaucoup les jeunes gens, les effets spéciaux et toutes ces choses font rêver, et c'est normal. Mais il n'y a pas que ça dans le cinéma américain. Il y a aussi le cinéma indépendant américain, qui parfois est coproduit par la France, parce que Woody Allen l'est, maintenant il est très célèbre, mais d'autres cinéastes moins connus le sont. Et ces films-là ont ce qu'on appelle le label de cinéma d'arrêt d'essai, et donc ils sont montrés au même titre que le cinéma français. Chaque film, on essaie de voir sur combien de salles il faut le sortir. Pour certains films, il vaut mieux les sortir sur beaucoup de salles, et il reste moins longtemps exposé au public. Ensuite, il passe à la télévision, dans la VOD, vidéo numérique. Pour certains autres, il vaut mieux qu'ils sortent sur peu de salles, mais qu'ils restent longtemps, parce que la critique, les réseaux sociaux, etc., font leur publicité par certains côtés, ou disent, ou les soutiennent. Donc pour chaque film, c'est un cas particulier. C'est majoritairement pour le cinéma français et européen. Un film, par exemple, comme le film de Nanni Moretti, qui est sorti à Cannes, est coproduit par la France. Il va être, c'est-à-dire que le distributeur achète les droits au producteur italien, et il est lui-même, la France est coproductrice dans ce film. Elle le distribue, elle paie pour le distribuer. Et c'est pour beaucoup de films de tous les pays d'Europe, finalement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des accords de coproduction avec certains films qui ne sont pas, avec certains pays qui ne sont pas européens. Je parlais de la Corée, avec le Canada également, avec le Cambodge, avec l'Inde, il y a des accords de coproduction. Progressivement s'élaborent des accords de coproduction. Et ces films, évidemment, sont sortis également en France. Même parfois, ils sont sortis alors qu'il n'y a pas du tout de coproduction française. Parce que là, on est dans le marché. C'est normal que certains distributeurs français achètent des films. Ils peuvent très bien acheter des films de pays qui ne sont pas coproducteurs, bien entendu. Je veux dire que là, on est dans le cadre du marché général. Bien sincèrement, je n'ai pas cette prétention. Je pense que être présidente du Festival de Dessade, c'était une très belle surprise, parce que je ne m'y attendais pas. J'étais venue à Kiev il y a quelques années pour montrer un de mes films et pour assurer la sortie du film. Je suis venue pour deux raisons. D'une part parce que j'aime bien rencontrer des gens d'autres pays, d'autre part parce que, comme je vous le disais, la ville m'attire par sa culture et son passé et par son présent, que j'aimerais comprendre un peu mieux, parce que on ne comprend pas toujours quand on est à l'étranger. D'autre part, je pense que
les arts favorisent justement les relations très simples entre les gens. Là, je suis sur une estrade. Comme je suis présidente du jury, il est nécessaire que je sois un petit peu isolée pour pouvoir parler avec les autres membres, pour que je vois les films sans avoir trop de, je dirais, d'influence, quoi, que je suis assez, je sois assez têtue. Mais je suis là pour partager. Bon, je pense pas qu'une personne puisse avoir une grande influence sur quoi que ce soit. Je pense que c'est les relations de chaque individu à d'autres. Quand je parle comme ça dans une salle, soit ça fait écho à quelque chose que quelqu'un porte en soi-même et a envie de développer, sachant que par ailleurs il y a des gens qui le font ailleurs. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux faire. Après, je fais mes films et j'écris mes livres. Pour partager plus largement à travers des sujets alors personnels. Ça, c'est pour toucher les gens, pour toucher, pour faire rêver parfois, quoi, que le film que je vous montre là, je vais le montrer demain, ne soit pas un film sur le rêve, a priori, mais voilà, c'est pour partager quand même. Quand j'écris, je suis seule. Ou alors j'étais avec mon compagnon qui a travaillé avec moi sur les 4 derniers films. J'en ai fait, j'ai fait 13 longs métrages et beaucoup d'autres choses. Mais sinon, j'écris seule. Et j'écris seule, mais après, je confronte ça et j'alimente mes autres films avec tout ce qui s'est passé. C'est la vie quand même. Le cinéma, c'est la vie. C'est le rêve dans la vie, mais c'est la vie. Les coproductions avec la France ne sont possibles qu'à partir du moment où où vous avez des producteurs ici, si vous en avez, qui entrent, je dirais, qui comprennent le système de la régulation, c'est-à-dire qui acceptent d'entrer dans quelque chose qui nous est commun à un certain nombre de pays en Europe, notamment avec la Belgique, avec l'Italie, maintenant avec l'Espagne, c'est-à-dire qui comprennent que il y a un certain nombre de choses à respecter. C'est-à-dire une sorte de transparence dans les comptes, par exemple. La nécessité de rémunérer les gens qui font les films. Je dirais de jouer le jeu qui est celui de la régulation, c'est-à-dire de règles qui sont communes. Il est très difficile, évidemment, des réalisateurs étrangers peuvent venir se faire produire en France. Je veux dire que si leur projet est présenté à l'avance sur recette, il y a des films étrangers qui ont l'avance sur recette du CNC, par exemple. Arte coproduit des films étrangers ou produit des films de certains étrangers qui vivent en France. Donc le problème n'est pas là, qu'ils soient européens ou qu'ils ne le soient pas. Mais pour ce qui concerne des accords d'État à État, ça ne peut passer que par des règles qui sont acceptées, je dirais, d'une manière communautaire. Par exemple, on coproduit des films avec la Corée. La Corée du Sud est un pays qui n'a pas le même fonctionnement que nous, mais en ce qui concerne le cinéma, ils ont calquer leur système cinématographique un peu sur le mode du soutien français. Et donc les accords de coproduction sont beaucoup plus faciles. Прошу прощения. Скажите, если бы у вас был неограниченный... Alors, vous savez, c'est compliqué. Il y a 20 ans, j'ai écrit un scénario qui s'appelait Vatel, et qui était un film qui racontait le désir de perfection qui habitait un homme qui était un rebelle, mais qui était aussi un perfectionniste, et qui était l'intendant de Fouquet, un des grands
personnage de la France au XVIIe siècle. Le roi Louis XIV, qui a installé en France le pouvoir absolu, a pris ombrage de la fortune de Fouquet, qui était le grand intendant des finances de la France à cette époque. Vatel travaillait pour lui, c'est lui qui organisait des grandes fêtes. Et il avait organisé pour Louis XIV, pour la venue de Louis XIV dans le château de Fouquet, une immense fête qui a été si somptueuse que le roi de France en a pris ombrage. Fouquet a été emprisonné pour malversation. Il en avait fait sans doute quelques-unes, puisqu'il était, c'était lui qui collectait les impôts en France. Mais il a été donc enfermé dans une forteresse près de l'Italie. Et son intendant, Vatel, la France, pendant un certain nombre d'années, a refusé de devenir le grand intendant du roi de France, est parti vivre en Angleterre et en Hollande, où ses parents étaient nés. Et puis, il a été recruté par un autre grand prince français, le prince de Condé, qui était aussi un prince rebelle, et qui est donc... et le prince de Condé, qui avait dirigé la Fronde des Princes en France, donc contre Louis XIV au début, a recruté Vatel pour devenir son grand intendant. Et Vatel a été amené à organiser une nouvelle immense fête pour la venue du roi Louis XIV chez Condé pour une réconciliation. Et donc, j'avais ce projet de raconter comment, pendant 24 heures, un homme qui était à l'origine d'origine modeste, c'était un compagnon charpentier, mais qui était devenu progressivement un homme d'un extrême raffinement, un artiste, pouvait, en mettant énormément de gens avec lui dans les soutes de ce château, en faisant des merveilles, séduire la cour du roi de France pour conduire à une réconciliation, car le roi de France avait besoin du prince de Condé pour mener la guerre de Hollande. Mais à cette époque, Vatel ignorait que cette fête, il pensait que c'était une fête pour réconcilier des gens. Et en fait, c'était en effet une fête pour réconcilier un roi et un prince, afin de mener une guerre qui a été terrible, la guerre que la France a menée contre la Hollande, et qui a appauvri considérablement la France à la fin du règne de Louis XIV. Donc mon projet était de montrer cette fête fastueuse, qui est en même temps un moment de profonde réflexion philosophique pour cet homme qui est très cultivé, Vatel, qui a affaire à tous les gens qui travaillent pour lui et qui travaillent dans des conditions déplorables, et qu'il est obligé de recruter sans même pouvoir les payer. Il est même obligé de faire des réquisitions chez les paysans, réquisitions de nourriture, etc. Et pour séduire une cour qui dépense tout cet argent pour le plaisir uniquement. Et dans une extrême beauté à laquelle il contribue. Mais en même temps qu'il fait tout ça, il est extrêmement fatigué, il ne dort pas pendant les 13 nuits qui précèdent cette fête, et il invente énormément de choses, car il y a la tempête, car il y a enfin toutes sortes de choses qui l'obligent sans arrêt à fournir davantage à la fois de talent et de travail. Donc j'avais écrit ce film qui montrait aussi la naissance de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire de la relation entre l'argent et le travail, dans le XVIIe siècle. Au moment de la monarchie absolue naît l'esprit des Lumières, c'est-à-dire l'esprit que le monde pourrait peut-être être organisé autrement et pensé autrement. Mais cet homme vit dans cette époque-là de la France, et il découvre à la fin, alors qu'il a un lien assez amoureux, mais comment dire, furtif, avec une aristocrate de la cour qui partage un peu comment dire, sa réflexion et sa distance à l'égard de la fête. Il est sans arrêt sommé de faire plus, il est épuisé, et il prend conscience de l'aspect délirant de cette merveilleuse fête qu'il fait, d'autant plus qu'à la fin il apprend que c'est une guerre qui va être menée contre son pays d'origine, la Hollande. Et à la fin, il doit organiser un médianoche, c'est-à-dire un repas à minuit pour la cour, et uniquement fait de poissons, le lendemain de la réception du roi. Et en fait, les poissons n'arrivent pas, et il se suicide. Alors, dans l'histoire de France, Madame de Sévigné a raconté qu'il s'était suicidé à cause du fait que les poissons n'arrivaient pas.
peut-être. Mais en ce qui me concerne, ayant travaillé sur cette période, je pense que les poissons sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire un détail qui fait que cet homme qui ne peut pas, qui comprend, qui voit comment les choses se passent, mais qui n'a pas les moyens ni de faire avancer les choses, ni non plus de les exposer, de les exprimer, eh bien, est atteint par le désespoir et finalement abandonne, cède. Alors, vous voyez, ça c'est un grand projet que j'avais et qui était très coûteux. Je n'ai pas pu le réaliser parce qu'à l'époque, j'avais 40 ans, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à travailler dessus. J'avais fait beaucoup de films, mais j'avais fait déjà, je sais pas, peut-être 5 ou 6 films longs métrages. J'avais fait beaucoup de documentaires et de vidéos pour les musées, écrits aussi, tout ça. Mais c'était un budget très très lourd. Et là, je n'ai jamais pu trouver l'argent pour faire ce film, malgré des années et des années de bagarre, pendant 10 ans. Cependant, et des prix, et après avoir eu l'aide du Centre national du cinéma à l'unanimité plusieurs fois. Mais ça n'était pas suffisant pour faire ce film, qui demandait des moyens importants, non seulement français, mais aussi avec des coproductions étrangères, etc. Et des fonds privés, comme il en existe en France, des chaînes de télévision privées, des investisseurs, des sponsors, etc. Je ne suis pas arrivée avec mes producteurs de l'époque, avec 3 producteurs successifs, à monter ce film. Mais je n'ai jamais vendu les droits du scénario. Et je me suis rendu compte à un moment donné, en analysant la situation, au bout de 10 ans de travail à peu près, qu'il était vain de continuer pour moi à me battre pour ce film, car je ne le réaliserais pas. J'étais une femme jeune, encore. C'était un budget très élevé, très peu de femmes, aucune à cette époque je crois, ne pouvait bénéficier de, comment dire, d'une confiance telle qu'on puisse avoir des budgets très élevés. D'autre part, c'était un projet historique, lourd, spectaculaire, qui plaisait à beaucoup de réalisateurs français et étrangers. Et dès la 3e ou 4e année de mon travail, Alain Goldman, qui est un producteur qui avait voulu travailler avec moi, mais qui n'était pas arrivé à ramasser les financements pour que je le fasse, m'a dit que Roland Joffé, qui est un réalisateur américain, donc avait lu le projet par inadvertance, ce que je ne crois pas, mais en tout cas qu'il l'avait lu et qu'il rêvait de le réaliser. Je me suis battue encore pendant 5 ans pour le faire moi-même, et puis au final, comme je n'avais pas vendu mon scénario, je l'ai vendu directement à Alain Goldman pour que Roland puisse le réaliser, puisque moi-même je ne pouvais pas le faire. Et c'est devenu un film international avec Uma Thurman, Tim Roth, Gérard Depardieu et beaucoup d'autres acteurs. Mais évidemment, j'ai travaillé avec Roland Joffé au début, avec Tom Stoppard, qui faisait l'adaptation en anglais. Mais le film est très différent de ce que j'avais pensé. Pas dans les spectacles, pas, je dirais, dans le trajet de l'histoire. Mais ce qui intéressait Tom, ça n'était pas la fonction de cet intendant perfectionniste, mais très lucide sur le monde qui l'entourait, et, comment dire, fondamentalement heurté par l'injustice du monde. Ça n'était pas tellement ça qui intéressait Roland. Ce qui intéressait Roland, c'était le roi, la cour, et comment un homme se dévoue au roi de France. Donc il a fait un film spectaculaire, très cher, très beau, mais qui est, bien que ce soit le même scénario, interprété, orchestré très différemment. Alors à un moment donné, j'ai aidé Tom à faire la traduction, et puis ensuite je sentais qu'il fallait que je me retire pour que Roland puisse faire le film qu'il voulait faire. Et donc je me suis retirée, et moi je me suis mise, j'ai vendu ce scénario, je l'avoue, très cher, car il était très désiré. Mais avec cet argent, justement, j'avais une société de production, donc j'ai pu investir dans mon film suivant, qui était une comédie qui s'appelait Ça ira mieux demain, et qui finalement a très bien marché. C'était la première comédie, c'est pas vraiment une comédie, c'est une sorte j'ai appelé ça une fantaisie, c'est-à-dire un travail très stylisé sur les folies humaines, à l'intérieur de la société parisienne, de toutes sortes de gens assez cinglés, qui font cercle autour d'un objet qu'il se passe, dont quelqu'un hérite, et qui fait qu'on a affaire à toutes sortes de névroses individuelles et collectives.
Non. La raison en est que... Non. La raison en est que je suis réalisatrice moi-même et que je considère que le réalisateur est le maître d'œuvre d'un film. L'auteur, c'est extrêmement important, comme un compositeur peut l'être pour une musique. La musique appartient au compositeur. Cependant, dans le cinéma, le metteur en scène a une très grande importance dans la manière dont il va faire émerger le rêve du film. Je peux décrire, et c'était le cas, je pouvais décrire les fêtes telles qu'elles étaient, mais aussi telles que je les avais repensées et réimaginées. Mais comment dire, c'est le metteur en scène qui réalise. La meilleure façon de ne pas avoir de conflit avec un metteur en scène, c'est de ne pas rester auteur et de faire ses films soi-même. Si, quand on vend un scénario, comme ça a été mon cas, je l'ai vendu cher, on me payait à chaque fois que je devais aller à Londres pour retravailler avec Tom Stoppard, je l'ai fait, mais j'avais mis dans mon contrat une clause qui était la suivante. Le jour où je n'aurai plus envie de travailler, je m'arrête et je n'ai nulle obligation de continuer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Non pas que je n'aimais pas Tom, mais le meilleur service à lui rendre était à un moment donné de le laisser faire ce qu'il souhaitait faire et de l'encourager même à aller jusqu'au bout de son projet, même s'il trahissait mon écriture. Car par ailleurs, je pouvais moi aussi faire d'autres films, écrire d'autres livres. Et je n'aime pas le conflit entre l'auteur et le metteur en scène. Il y a des conflits quand le metteur en scène n'est pas lui-même écrivain, quand le metteur en scène n'est pas lui-même auteur, et quand il essaie de faire croire qu'il est totalement l'auteur, qu'il est le dieu. C'est pas vrai. Il faut reconnaître le travail des gens. Moi-même écrivant, moi-même ayant vendu certains de mes scénarios, dont celui-là, je sais qu'à un moment donné, le rôle de l'auteur est de s'en aller. C'était particulièrement difficile pour moi, puisque je voulais le réaliser et que j'avais le film dans ma tête. Mais je pense que rien n'est pire que d'être amer. Rien n'est pire que d'être quelqu'un qui dit « j'avais un magnifique projet que j'ai jamais pu faire ». Pour moi, l'intégrité, c'est confronter son désir au réel. Et là, le réel, c'est que je voyais bien que jamais je ne ferais ce film. Donc, il fallait le vendre et, avec cet argent, me donner la liberté d'en faire d'autres. Et c'est le choix que j'ai fait. Certains de mes films sont distribués ici. D'ailleurs, je suis venue il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans. 5 ans. 4 ans, 5 ans. Je suis allée à Kiev, où j'ai été très bien reçue. Mon film sortait dans plusieurs cinémas. Je pense que il est sans doute aussi... Enfin, certains des miens sont passés à la télévision. Vatel, que j'ai écrit, je pense qu'il est sorti. Mais je n'ai pas suivi les sorties cinéma de ce film. Faire un film, vous savez, pour moi, ça se décide à travers justement les rencontres, les paysages, les lieux m'inspirent beaucoup. Et en réalité, là, je prépare un film qui doit se passer en Asie, qui est une coproduction entre la France et l'Asie, ou s'il n'y a pas de coproduction avec l'Asie, ce sera un film français. Bon, mais tout est ouvert pour moi. Mais en revanche, je ne peux pas me dire je vais faire un film dans un pays parce que je vais y trouver de l'argent. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais faite. Par exemple, aller aux États-Unis, je pense que en se disant là-bas c'est plus facile, ou je vais rentrer dans les studios et tout ça, j'ai toujours été réservée par rapport à ça. Je pense qu'il y a une manière, un peu une mythologie autour de tout ça. C'est assez difficile, je pense, de quitter son propre pays. Et quand on le connaît bien, je connais les modes de production du cinéma français. Je peux aller tourner dans des pays étrangers, coproduire avec des pays étrangers, ça oui. Assurer la sortie de mes films à l'étranger ou mes livres, ça m'est arrivé.
Et quoi vous dire d'autre? Après, favoriser la diffusion des films ukrainiens en France, ça n'est pas à moi de le faire, mais à travers les festivals ou les gens que je connais, tout ça peut se mettre en place en effet. À travers les organisations de réalisateurs, les sociétés d'auteurs, avec le CNC aussi, mais il arrive un moment où ça, comment dire, ce sont des choses, quand c'est d'un ordre global, plus large que nous-mêmes. Je veux dire, ça ne peut se faire qu'entre organisations. Après, ce qui peut se faire, c'est les liens d'artistes entre artistes, ou de producteurs à producteurs, de distributeurs à distributeurs. Ça, c'est toujours possible. Et je crois qu'en France, on aimerait beaucoup, on essaie de le faire en ce moment, on multiplie beaucoup les liens avec tous les pays européens. On se concerte parce que parfois l'Europe qui se construit n'a pas toujours la même vision, c'est difficile, n'a pas toujours la même vision que celle de la France, de la Belgique, par rapport à la culture. Parfois, certains pays européens militent dans le sens d'en faire uniquement, de faire de la culture unique, de les soumettre aux lois strictes du marché sans aucun organisme pondérateur comme celui du CNC. Et dangereux, parce que s'il n'y a pas d'organisme régulateur, après c'est uniquement la loi du marché, donc c'est aussi uniquement la capacité qu'on a de mettre de l'argent pour promouvoir un film à travers toute la publicité. Ce qui veut dire que par des gens qui ne mesurent pas l'enjeu, c'est de garder un minimum de liberté d'expression dans le cinéma en dehors du marché, c'est-à-dire de créer une régulation. Alors, on y travaille tous ensemble. Et je crois que d'année en année, l'Europe se constitue très doucement, mais se constitue quand même aussi à travers justement des choses communes du point de vue de la culture. C'est difficile, ça n'est jamais acquis, mais en tout cas, on n'attend jamais que ce soit les gouvernants qui nous donnent des choses. Je pense que c'est le rôle de la démocratie, que dans un esprit comment dire, de négociation, de concertation, on fasse remonter nos désirs, mais aussi nos forces vers ceux qui nous gouvernent pour arriver à constituer justement des forces de culture, pour maintenir quelque chose qui est l'art quand même, l'art cinématographique. En France, vous savez, l'art cinématographique donne beaucoup de travail aux gens, crée beaucoup d'emplois. C'est une grande force économique, c'est une industrie lourde, et ça n'est pas à négliger. Le Festival de Cannes amène en France 180 000 personnes qui vivent dans cette ville avant et après d'ailleurs. Alors, autour de la culture, il y a aussi toute une économie qui se crée par rapport à la découverte d'un pays, de ses œuvres, de ses richesses diverses et variées. Et je pense que il ne faut pas l'ignorer, voilà. Il faut être ouvert sur tout ça. Il ne faut pas cependant que l'art devienne non plus l'otage de tout ça. C'est cet équilibre qui est difficile à trouver et qui est assez passionnant à trouver collectivement. On connaît des échecs parfois dans toutes ces négociations, mais aussi des réussites. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que je voyage et que je suis heureuse de venir, par exemple, dans une ville comme Odessa, qui est une ville tellement belle et tellement riche de son passé et de son présent, que voilà, je pense qu'il y a des villes qui sont particulièrement inspirantes. Et là, je viens d'arriver, donc je ne peux pas vous dire en quoi. Je connais son histoire. Mais déjà la lumière, les jardins, les relations avec les gens, Bon, demain, je vais voir la mer, la plage, tout ça. Je pense que je vais ressentir Odessa. Pour l'instant, j'en connais l'histoire, en tout cas un peu. Mais voilà, j'ai 8 jours pour ressentir la ville et puis les films, évidemment, puisque je suis là pour ça. J'espère que... Mais je pense que j'aurai un petit peu de temps pour... et puis je reviendrai, peut-être, à titre totalement personnel, cette fois-ci. Добрый день.
Non, je ne pense pas que le fait d'être scénariste et réalisateur, crée un empêchement à l'intégrité, bien au contraire. En revanche, parfois quand on est auteur-réalisateur, on peut manquer d'un peu de distance quand on a fini d'écrire son scénario. Moi, j'ai choisi depuis quelques années de faire lire en les rémunérant à 3 consultants qui sont toujours des gens totalement différents. Des gens parfois dont je n'aime pas spécialement les films d'ailleurs, sans les détester, mais que j'estime, des gens que j'estime, mais qui n'ont pas le même goût que moi. Alors, je peux, ou la même type de sensibilité, je fais lire à 3 personnes qui ne savent pas nécessairement qui ne se concertent pas. Je leur demande de prendre des notes critiques et je les invite à déjeuner. Ils sont salariés pour le travail qu'ils font, c'est pas un salaire, c'est une sorte de, d'honoraire, voilà, de notes d'honoraire. Je leur demande de me faire des notes critiques sans me faire de propositions, car là ils deviendraient auteurs et je n'ai pas en général moi-même les moyens à ce moment-là de les rémunérer à cette hauteur. Alors on passe une journée ensemble, ils me font remarquer que là, ils n'ont rien compris, que là, il y a des doublons, des répétitions, que dans cette scène-là, il y a déjà quelque chose qui est dit là, ou une contradiction, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je fais ça avec les 2 ou 3 personnes, et quand il y a des critiques qui se recoupent, je me dis que là, il y a un vrai problème technique dans mon écriture. Je demande à chacun de lire très subjectivement, c'est-à-dire en fonction de ses goûts. Voilà. Mais après, si vraiment la critique se multiplie, la même, je me dis que là, il y a quelque chose qu'il faut que je revoie. Et ça m'aide beaucoup, cette critique-là. Alors, ça, c'était la première question de votre question. Et la seconde question de votre question, évidemment, je l'ai oubliée. C'était quoi? Что вас вдохновляет? Где вы черпаете вдохновение? Alors là, c'est bien mystérieux cette affaire. Je ne sais pas. Je sais que les lieux, les lumières, les lieux m'apportent énormément. Beaucoup de mes films sont partis d'une image. Par exemple, 2 frères jumeaux se promenant sur une plage et passant devant 2 maisons sans s'en rendre compte, qui étaient 2 maisons jumelles. Donc, j'étais tout à fait loin dans le paysage, mais je savais que c'était 2 jumeaux, parce que je les avais déjà aperçus. Et je les voyais, il y avait 2 grandes maisons jumelles sur une plage, les maisons du début du siècle, du début du XXe siècle. Ces 2 petits personnages comme ça qui passent. Et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça a créé dans ma tête un rêve, l'idée de faire habiter ces 2 jumeaux chacun dans une maison, et comme ça dans un paysage de mer maritime au bord de l'océan, et de twister, d'inventer une histoire de conflit comme ça entre 2 frères. Le film s'appelait La part de l'autre. Ces 2 maisons que j'avais vues, alors ces 2 frères jumeaux n'étaient pas acteurs, les 2 maisons, je ne suis jamais arrivée à pouvoir tourner dedans. J'ai fait des repérages du nord de la France, au bord de l'océan, jusqu'au sud, pendant 3 semaines en hiver, pour trouver 2 maisons jumelles qui correspondent à mon imaginaire et que je puisse repenser architecturalement et en déco, pour en faire sourdre un climat qui m'intéressait. Et donc j'ai tourné dans les Landes et j'ai trouvé 2 acteurs jumeaux, Pierre et Laurent Mallet, qui ont incarné ces personnages. Donc là c'est parti d'une image finalement. Et puis tandis que je tournais ce film-là, je tournais aussi dans il y avait ces 2 maisons jumelles sur la plage, mais aussi dans le bassin d'Arcachon, il y a 2 maisons sur pilotis qui sont aussi 2 maisons jumelles. Donc je tournais aussi dans ces maisons-là. Et il y a eu un cyclone dans la baie d'Arcachon, et ces 2 maisons ont été si abîmées qu'il a fallu arrêter le tournage pour pouvoir y faire beaucoup de travaux. Donc pendant cette période où j'ai dû arrêter le tournage, pas très longtemps, mais 5 jours, les acteurs m'ont dit nous allons à Dax voir une corrida. Dax est une ville du sud-ouest de la France. Donc une corrida,
Et moi j'ai dit, oh là là, je ne veux pas voir ça. Ça me dégoûte. Et ils m'ont persuadé, malgré tout, d'y aller avec eux. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir ça une fois dans ma vie. Je suis allée voir cette corrida, donc un jour de très grand soleil au mois d'août, dans les années 84, en 84. Et c'était un torero espagnol du nom de Fernando Ribera Paquiri, qui torait à lui seul 6 taureaux. J'étais dans ces arènes, j'ai vu ce premier combat entre un homme et un taureau, et j'étais écœurée de tout ce sang, des gens qui criaient, tout ça me paraissait dégoûtant. Et puis, quand il a recommencé avec un autre taureau, j'ai vu à quel point il prenait des risques incroyables. Et progressivement, je me suis retrouvée moi-même piégée par ce spectacle terrifiant d'un homme et d'un animal qui luttent à mort finalement. Alors il est vrai que les 3/4 du temps, c'est le taureau qui meurt, c'est tout à fait vrai. Et tout ce sang et cette mise à mort publique est une chose assez répugnante. Pour autant, pendant que j'étais dans les arènes, je pensais à cette phrase d'un écrivain ancien, donc Saint Augustin, qui parle de la concupiscence des yeux, c'est-à-dire de la manière dont nous sommes prisonniers parfois du spectacle de l'horreur. Par exemple, il parle d'un étudiant athénien, romain, qui est ivre, qui fait une fête avec des amis et qui est ivre, et qui ne veut jamais aller voir les jeux du cirque. Et ses copains, alors qu'il est ivre, le transportent avec eux dans les arènes romaines, où là, des hommes sont confrontés à des animaux, mais là, c'était les hommes qui mouraient. Ce jeune étudiant qui déteste la violence se retrouve en face de ça, sort de son ébriété devant ce spectacle de gladiateurs, et lui-même est comme captivé par le spectacle de l'horreur. Et ça le rend malade, et puis ensuite, il écrit un texte, et Saint Augustin, en fait, écrit ce texte de l'étudiant, c'est-à-dire ce texte sur la concupiscence des yeux. Et ça, on le voit dans les médias. La guerre est un sujet que les médias dénoncent, mais en même temps, ils l'alimentent par les images. Les combats entre les hommes et les femmes, peu importe. La violence, le sang, tout ce qui finalement fait mal, quelque part aussi alimente les rêves, la fascination. Et ça, c'est un sujet qui était fort traité justement dans la littérature et dans la philosophie. Alors, quand moi je sortais de ces arènes, je pensais à ce texte de Saint Augustin en me disant c'est horrible. Et en même temps, il y a une sorte de beauté primaire, archaïque, qui à la fois me répugne et qui à la fois me retient. On le voit d'une manière très banale sur des autoroutes ou sur des routes, quand il y a des accidents, les gens s'arrêtent. Alors ils s'arrêtent pour porter secours parfois, mais parfois ils n'y peuvent rien. Il ferait mieux de passer parce qu'ils font des embouteillages et créent d'autres accidents. Il y a autour de la mort, de la violence et du sang, quelque chose qui sans doute appartient à nos origines animales, qui demeure, et contre quoi ou avec quoi il faut faire. Mais sur quoi il faut réfléchir. Alors, quand je sortais de ces arènes, je suis retournée quelques jours plus tard tourner mon film. Et j'étais dans la cantine qu'on avait construite au bord de la mer. Nous étions en train de déjeuner, l'équipe, les acteurs et moi. Et il y avait un tout petit poste de télévision que les gens regardaient pour avoir des actualités. Et je vois... Alors, j'ai oublié de vous dire que ce soir, après la corrida, dans l'hôtel où j'habitais... j'étais en train de lire fort tard au soir au bar, et je vois un homme en costume qui avait de très belles mains et qui lisait un journal. Et je ne sais pas pourquoi, cette allure m'était familière. Je me suis dit, mais c'est peut-être quelqu'un que je connais. Il se trouve que le bar a fermé et que cet homme et moi nous sommes retrouvés à traverser le hall ensemble et à prendre l'ascenseur. Et il me pose la question, que faites-vous dans la vie? Je vois que vous lisez beaucoup et je vous ai déjà aperçu hier. Je lui dis, je fais des films, j'écris et je suis écrivain. Et je lui dis, et vous? Et il me dit, je suis torero. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le torero que j'avais vu torer l'après-midi même. Et cet homme était tout sauf une brute. Était tout sauf, c'était le contraire de quelqu'un très sophistiqué.
et visiblement très sensible. On a échangé nos adresses, on s'est dit que si j'allais en Andalousie, s'il venait à Paris, on se croiserait, on prendrait un verre ensemble. 15 jours plus tard, donc je suis sur mon tournage, je suis en train de déjeuner, je regarde les actualités et je vois une bande vidéo, enfin un petit reportage sur un homme qui vient de torer un taureau pour sa dernière corrida de la saison en Espagne avant de partir en Amérique latine. Et je vois que c'est cet homme, Fernando Ribera Paquiri, qui a accepté de faire une corrida en fin de sa saison dans le village où il est né, à Pozo Blanco, à côté de Cordoue, en Espagne. Et c'est une toute petite arène bondée. Le taureau qu'il a toré, il croit l'avoir tué en lui donnant l'estocade. Il est très fatigué. C'était un taureau qu'il a cru avoir maîtrisé parce que lui-même était un grand torero. Le taureau s'est relevé, l'a attrapé à l'artère fémorale, l'a projeté contre une barrière, et on voyait ce reportage où Francisco était sur une civière, un médecin déchirait avec des ciseaux son costume de torero, sortait l'artère fémorale et mettait un garrot autour avec une ficelle. Et la foule hurlait, et Paquiri était sur cette civière et disait en souriant à tous les gens qui étaient autour, tranquillo. Et ce sourire de cet homme était magnifique. C'est-à-dire que je sentais que cet homme savait qu'il avait pris un risque, et en effet, il a pris un risque en se retournant, et qu'il il acceptait quelque part de mourir, ce qui s'est produit, puisqu'il est mort dans le transport entre Pozo Blanco et Cordoue. Tout ça m'a fait réfléchir, non pas à la corrida, que je continue de ne pas aimer, non pas à la violence, que je n'aime pas, mais en revanche, à l'engagement. Et de l'engagement. Cet homme était né très pauvre, il travaillait, ses parents étaient vendeurs de cacahuètes sur la plage de Sanlúcar de Barrameda en Espagne. Il n'avait pas grande autre possibilité pour avoir une belle vie que de jouer sa peau. Mais de jouer sa peau pacifiquement, car malgré tout, on peut dire que la corrida est horrible, je le pense, parce qu'elle est un spectacle. Cependant, beaucoup de gens qui dénoncent la corrida sont aussi des gens qui mangent de la viande tous les jours. Et dans mon film d'ailleurs, j'allais voir dans les abattoirs ce qui se passait, qui n'est pas plus glorieux, parce que je dirais que là c'est l'abattage en masse, c'est juste la destruction d'une sorte de matière animale. Donc mes films naissent d'une image, à partir de tout ce qui m'est arrivé, tout ce sur quoi j'ai réfléchi, de toutes les corridas que j'ai vues, de la réflexion sur la violence, sur la concupiscence des yeux, est né un film qui s'appelle De sable et de sang, qui était interprété par des acteurs français, Samy Frey, André Dusselier, Maria Cazares, qui était une grande actrice de théâtre, Catherine Rouvel. André Dusselier, c'est un acteur qui joue encore énormément dans beaucoup de films, notamment qui a beaucoup joué dans le film de René. Voilà d'où naît le cinéma. Mais je ne sais pas, pareil, quand j'écris un livre, je ne sais pas où ça va naître. On a beaucoup d'idées, mais après il faut trouver une idée qui peut vous nourrir et dont vous avez, et qui, comment dire, génère suffisamment d'énergie en nous et de désir extravagant pour tenir parfois pendant des années et des années le temps de trouver l'argent. Quand mon énergie, quand j'ai une hémorragie d'énergie, quand d'un seul coup les choses ne se font pas, quand je sens que mon équipe sur un tournage par exemple, que je n'ai plus que l'incandescence comme ça qui emporte tout le monde avec moi, qui fait que les gens comprennent très vite
ce que je souhaite, que les acteurs, même si je dois m'engueuler avec les gens, c'est pas un problème ça, parce que ça n'est jamais que sur le tournage, ce n'est pas méchant, c'est des clashs, c'est comme des étincelles. Mais quand je sens que les choses s'alourdissent, que le train ralentit, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas en cohérence justement avec ce que je pense, que peut-être je fais un plan parce que j'ai dit au technicien le matin que j'allais le faire. C'est pas parce qu'on a dit qu'on allait faire un plan qu'on doit le faire. Donc si j'ai plus envie de le faire, j'arrête. Là je sens que quelque chose va mal. Parfois quelque chose va mal quand en fait on le sent en soi quand quelque chose va mal, parce que quand on est metteur en scène, si on va mal, les autres non plus le même énergie non plus. On est un peu la locomotive d'un long train. Donc, on peut pas se dire sans arrêt c'est les autres qui vont mal. S'ils vont mal, enfin, ou s'ils sont lents, ou s'ils sont... C'est souvent que soi-même, on n'est pas dans cette énergie droite, en fait, immédiate, qui fait qu'on n'est jamais fatigué, qui fait qu'on peut travailler 18 heures et que ça marche, qu'on se dit, bon non, ça j'ai demandé ce décor, mais c'est pas bien, finalement, on va faire autre chose. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. En fait, c'est ça. C'est ce bonheur un peu douloureux, car c'est fatigant de faire un film, c'est très fatigant. Mais c'est cette espèce de plaisir de la dépense, parce qu'on donne à tout le monde, mais en même temps, tout le monde nous donne la possibilité de faire. Parce que un scénario est une chose, mais le réaliser, c'est encore autre chose. Quand on écrit que, je sais pas, je filmais, je me souviens, un camion transportant des tonnes de marbre blanc depuis les carrières de Carrare devait traverser de nuit tous les tunnels, enfin des tunnels en tout cas, entre l'Italie et le Mont Blanc. Alors il fallait, c'est lourd à faire quand on doit avoir de part et d'autre du camion, des installations avec des caméras. J'avais même fait poser un travelling sur le camion. On avait un camion qui transportait de marbre, un autre qui était un faux camion avec une cabine, avec un... Bon, tout ça nécessite beaucoup de monde, beaucoup de matériel, beaucoup de lumière, il fait très froid, c'est dangereux, il faut la police nationale devant et derrière pour nous protéger, mais en même temps il faut qu'on négocie avec bon, toutes sortes de gens un peu troubles qui gèrent les autorités italiennes, etc. Bon. Eh bien, soit on fait tout ça ensemble, on arrive à donner l'enthousiasme qui fait que ces choses extrêmement compliquées deviennent possibles, réjouissantes, faciles, on est crevé mais ça se fait. Soit on est en baisse d'énergie, et quand on est en baisse d'énergie, c'est souvent qu'on a un doute intérieur, qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut faire, il vaut mieux s'arrêter 1 heure, réfléchir, à recommencer. Voilà, ça c'est, je dirais, là je sens que ça va pas. Quand est-ce que je sens que ça va pas? C'est quand on cherche de l'argent pour un film et qu'on n'y arrive pas. Ce qui m'arrive aussi, ce qui m'est arrivé pour Vatel. Il faut trouver, alors qu'un film prend beaucoup d'énergie, de désir de faire, à un moment donné, il faut pouvoir se dire, bon, eh ben je peux pas le faire, donc je passe à autre chose. Et je prends ce que je viens de vivre comme une épreuve et non pas comme une mort. Voilà, j'ai vécu ça, il faut que j'arrête. Et il faut que je saisisse toute l'expérience que cet échec me donne pour trouver la force de me battre pour un autre projet. Quelles sont les difficultés? C'est quand on a fait un film, que d'un seul coup on espérait qu'il soit sélectionné dans un grand festival, et puis il ne l'est pas, pour X raisons. Ne pas avoir l'amertume, ne pas se dire je suis un génie, comment dire, maudit. Bien sûr qu'on le pense. Mais il faut savoir s'en amuser aussi, avoir un peu d'humour. Il faut se sentir fort, il faut avoir la confiance dans ce qu'on veut faire. Il faut trouver la capacité de convaincre. Et il faut savoir de temps en temps, me semble-t-il, se moquer de soi-même en se disant, bon, faisons un peu de zen d'un seul coup. Essayons. Détachons-nous. Et on laisse tomber le fruit qui parfois a pourri sur l'arbre. Parce que trop de temps est passé,
parce qu'on devient amer, parce qu'on devient... voilà, et là où j'en suis aujourd'hui, par exemple, maintenant je viens à 65 ans, je fais plus partie évidemment des jeunes réalisatrices. On peut penser que c'est plus facile, mais en réalité non. Ce qui est très compliqué, c'est de tenir aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois, à mon avis, car nous sommes nombreux à être réalisateurs dans tous les pays du monde, et nous voulons faire nos films légitimement, tous. C'est de tenir bon malgré, je dirais, la fatigue et les difficultés, et aussi, aujourd'hui, on est plus dans un cinéma de goût que dans un cinéma d'œuvre. Je sors d'une génération où le but n'était pas de faire un film et d'être connu. Le but, c'était de faire 30 films, si possible d'être connu, mais d'être connu, je dirais, par le fait qu'on maintient et qu'on fait de sa vie aussi une œuvre, et que l'œuvre, c'est sa vie. Faire un film qui explose et puis qui fait beaucoup d'entrées parfois, et puis après, plus rien. Et c'est peut-être encore plus douloureux, c'est-à-dire vivre sur un éclat de notoriété, mais qui s'assèche. En fait, ce qui est très intéressant, c'est le futur. C'est toujours le projet qu'on va faire, plus que celui qu'on a fait. Et le projet qu'on va faire, il n'est jamais acquis. C'est toujours une lutte, mais c'est ce qui, finalement, nous entretient dans la vigilance de la vie, quoi. On n'est pas chez soi en train de regarder la télévision ou, je sais pas, de jouer aux dames, enfin tout ça, aux cartes, tout ça est sympa. Mais je veux dire, il y a un truc qui est toujours porté vers l'avant, vers le faire, vers le désir de comprendre, vers le désir de découvrir autre chose. Et en découvrant autre chose, en faisant autre chose, on apprend aussi, on se connaît de mieux en mieux. Puis un jour, bon voilà, on meurt, voilà. Je voudrais pas rester là-dessus quand même, parce que je n'envisage pas de mourir tout de suite. Ah, alors là, écoutez, j'en aime tellement que c'est très difficile. Vous parlez d'écrivains contemporains ou d'écrivains du répertoire classique? Classique et moderne. Il y a tant de choses. Alors moi, en fait, il y a un poète français que je me récite dans ma tête tout le temps, c'est Baudelaire. Voilà. Baudelaire, je crois que je connais à peu près par cœur Les Fleurs du Mal. Mais j'aime beaucoup, mais les grands auteurs russes... Enfin, j'ai relu, ces derniers temps, j'ai relu Tolstoï, que j'avais lu quand j'étais jeune, et que j'ai relu. J'ai relu Anna Karénine, j'ai relu Guerre et Paix. Je ne peux pas dire que tout me soit clair chez Tolstoï. Par exemple, je ne comprends rien, personnellement, je n'ai aucune affinité. Je ne comprends pas le personnage d'Anna Karénine, ou alors j'ai eu une mauvaise traduction, c'est bizarre. Ce n'est pas du tout un personnage féminin qui m'est familier. Dans Anna Karénine, Constantin Levin m'est plus familier, bien que je sois une femme, dans sa manière d'être et de penser, que le personnage d'Anna Karénine. J'ai relu Tolstoï, Guerre et Paix, et je trouve que le personnage de Pierre est un personnage absolument magnifique. Je dirais que dans chaque livre, au fond, j'essaie de trouver des frères et des sœurs. Quand je lis Dostoïevski, quand je lis Gogol, quand je lis tous les écrivains russes, et il y a certains romans qui me plaisent, d'autres moins, des personnages qui me plaisent, d'autres moins. Chez Tolstoï, j'ai trouvé qu'il y avait des descriptions de la nature absolument magnifiques. Chez Dostoïevski, j'aime la description de certains lieux de Pétersbourg, ou des maisons, ou des états mentaux des personnages qui sont extrêmement troublés, contradictoires, paradoxaux, pleins de haine parfois, etc. Tous ces auteurs m'alimentent par leur observation de l'humain des autres, mais aussi, j'imagine, d'eux-mêmes. J'aime aussi les écrivains américains, j'adore Faulkner. Faulkner était pour moi un maître.
je ne peux pas vous dire parce que c'est immense la littérature. Dans la littérature contemporaine, comme je lis beaucoup toutes les semaines, la semaine dernière j'ai lu un texte de Mankell qui a été déjà qui est paru il y a déjà 2 ou 3 ans, mais à chaque fois un texte m'amène l'envie de lire d'autres textes, d'autres pays, etc. Aujourd'hui en France dans les librairies, il y a énormément de textes étrangers qui sont traduits et qu'on n'avait pas autrefois. Beaucoup de romans étrangers contemporains, beaucoup de textes anciens. Vous savez, c'est comme si vous me demandiez quel film j'emmènerais avec moi sur une île déserte. D'abord, ce serait difficile parce que je n'aurais pas la possibilité de le voir, mais je ne sais pas. Et puis, passer un certain temps, toutes les œuvres se mélangent dans nos têtes et ça fait ce substrat qui est aussi notre propre chemin d'écriture et de cinéma. On ne naît pas de soi-même, on est des autres. Hein, je veux dire, dans la vie comme dans l'œuvre artistique. Parfois, on oublie tout ce qu'on lit et puis ça revient, ça se mélange et ça fabrique aussi cette attention au monde qui fait qu'une image va vous sauter aux yeux parce qu'elle vous le rappelle, vous la trouvez belle, puis d'un seul coup vous pensez qu'elle est belle, mais aussi elle vous fait penser à tel tableau de Piero della Francesca ou de Greco ou d'un peintre ou de Braque ou peu importe. Ou de Mondrian. Voilà. Donc, c'est tout ce jeu entre ce qu'on nous a donné, ce que nous ont donné tous les artistes passés dans tous les domaines, ce que nous donne le monde, pas artistique, le monde je dirais, de la vie, de tous les gens qu'on croise, des paysages, des lumières, de tout ce qu'on voit, c'est ça qui nous fait. On ne se fait pas uniquement artiste parce que, je ne sais pas, parce qu'on a une idée géniale, oui, ça peut arriver bien sûr, mais c'est toujours parce qu'on est le filtre de tout ce qu'on a reçu et le filtre à travers cet individu unique qu'on est, puisqu'on ne sera jamais 2 fois, on n'est pas, personne n'est comme un autre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Truffaut est une sorte de mythe français, comme Godard. C'est des gens de l'époque dite de la nouvelle vague, et ils sont tellement différents l'un de l'autre. Truffaut, c'est l'élégance, je dirais, pour moi. C'est-à-dire que ça n'est pas un metteur en scène qui choque, ça n'est pas un auteur qui est novateur par certains côtés en son temps. Il a été novateur par sa manière de travailler avec la nouvelle vague, c'est-à-dire de travailler dans des décors naturels, etc. Mais ça n'est pas quelqu'un qui est vraiment punchy, c'est pas un cinéaste de l'énergie, c'est un cinéaste de la délicatesse des relations humaines, de l'amour, des jeux, de la jeunesse. C'est là-dedans en tout cas qu'il a le mieux réussi. Pourquoi est-ce que j'ai fait alors ça n'est pas un remake de Jules et Jim, c'était une sorte de défi parce qu'un producteur de télévision, mais qui faisait aussi des films pour la télévision, des films souvent compliqués, mais qui avait produit De Sable et de Sang avec moi, un de mes premiers films. Il avait voulu reprendre, à partir des carnets de Hélène Hessel, qui était la compagne de Henri-Pierre Rocher. Henri-Pierre Rocher avait écrit un texte dont s'est inspiré François Truffaut, et ça a donné Jules et Jim. Mais Henri-Pierre Rocher, donc, son journal, il l'avait écrit en parlant de Hélène Hessel, qui était sa compagne. Or, Hélène Hessel, qui est morte depuis fort longtemps, ses carnets ont été édités.
Ses propres carnets ont été édités. Et à cette époque-là, le producteur Jean Schrick m'a dit « Mais est-ce que tu referais un Jules et Jim ?» Il l'avait proposé à d'autres réalisateurs. Aucun garçon n'avait relevé le défi, parce que pour beaucoup de cinéastes en France, Truffaut est un mythe et on ne peut pas retravailler après lui sur un thème qu'il a travaillé. Enfin, là, je ne suis pas repartie du scénario de Jules et Jim tel que Truffaut l'avait tourné. J'ai juste pris les carnets de Hélène Hessel et les carnets de Henri-Pierre Rocher, je les ai relus et à partir de là, j'ai écrit un Jules et Jim qui est devenu un texte totalement différent et une sorte de tragédie d'ailleurs, beaucoup moins légère que celle de Truffaut. C'était Anouk Grimbert, pour une autre dessinée, Charles Berling, qui incarnait les rôles principaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, on a tourné en 1935. J'avais pas tellement de temps de tournage, mais c'était bien. Et j'ai été obligée d'aller à l'essentiel. Et j'ai tourné en Provence, dans la Provence française, du côté d'Aix-en-Provence et de Marseille. А как французы восприняли все-таки Джули Джим для французского, в принципе, для мирового кино, но для французского в частности, носит... Oui, mais les générations sont passées depuis le Jules et Jim de Truffaut. Alors les cinéphiles, évidemment, peut-être certains ont-ils été choqués, c'est possible, en tout cas ils ne sont pas venus nous le dire. La critique a été très bonne. Il y a un magazine français qui s'appelle Télérama, et les cahiers du cinéma aussi, avait fait, en tout cas Télérama avait fait la couverture, un très bon article à l'intérieur. Après la presse quotidienne, je ne me souviens plus, mais il n'y avait pas vraiment de problème. Le seul problème est que le film était diffusé à la télévision à 20h30 et que c'était pas malgré tout un film très populaire. De même que Jules et Jim n'est pas un film qui aujourd'hui est présenté à la télévision française. C'est fini 20h30 pour ces films-là. Ce sont des films qui sont montrés très tard ou que les gens regardent via Internet, via la VOD. Enfin, je dis la VOD. Beaucoup de ces films sont piratés. J'attire votre attention parce que là-dessus, je pense que c'est assez grave sur la nécessité de jouer le jeu. C'est-à-dire quand même de faire en sorte, si on le peut, d'aller vers les sites de VOD plutôt que le piratage parce que ça abîme considérablement le cinéma. Évidemment, on peut toujours se dire bon, mais il faut bien que je me cultive, il faut bien que je prenne du plaisir gratuitement si on n'a pas d'argent, je comprends. Mais il faut comprendre aussi que c'est un système qui ne peut pas durer très longtemps. C'est un peu comme si on entrait dans un supermarché et qu'on disait bon, j'ai faim, je prends gratuitement les trucs qui sont là-dedans. Mais les trucs qui sont là-dedans, ils ont été produits par des gens. Donc, que ce soit un agriculteur ou un fromager, peu importe. Donc, il faut qu'ils soient payés aussi. Et là, c'est pas sur les auteurs et les réalisateurs que je parle. C'est que pour produire un film, il faut de l'argent. Et dans ce système qu'on essaie de créer de régulation, il faut aussi que le public, s'il veut voir des films, accepte de payer un peu pour les voir. Alors vous parliez de la formation au cinéma, il est certain qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent être réalisateurs ou auteurs, enfin peu importe, ont beaucoup plus accès, que ce soit par le piratage, hélas, mais aussi par les sites de VOD, par les diffusions sur les chaînes de télévision mondiales, ont beaucoup plus accès au cinéma que dans ma génération, où il fallait, on voyait le cuirassé Potemkin dans son lycée sur un écran avec des rayures partout, ce qui n'empêchait pas de regarder tous les films dans ces conditions. Mais aujourd'hui, les conditions de projection, les conditions d'accès sont beaucoup plus faciles. Et il y a un autre problème, c'est que tout le monde, pour le coup, pense que c'est très facile de faire des films. Je veux dire techniquement, et que il suffit de prendre une caméra, et donc il y a une multitude d'images qui sont faites. Mais mettre bout à bout des images, c'est pas nécessairement faire un film non plus.
Car un film, c'est aussi une pensée, une construction, un point de vue, un climat. Il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour le faire, mais il faut le penser. C'est un travail et c'est aussi un désir profond, une inspiration. Можно? Pour être réalisateur ou pour être auteur-réalisateur? Ah, eh bien, pour écrire, je ne peux pas vous donner la recette car il n'y en a pas. Mais c'est de faire confiance à, comment dire, au temps. Quand je parle du temps, je ne veux pas dire que ça doit durer longtemps. Mais de mon point de vue, il ne faut pas être en train de se dire tous les jours, bon alors, aujourd'hui, j'écris mon film. Et alors je commence comme ça, parce que voilà, j'ai envie de faire je vais faire un grand film ou un petit peu importe. Mais je vais faire quelque chose comme un tel. Ou tel film m'a plu, je vais aller dans ce sens-là. À mon sens, c'est pas là la voie. C'est lire beaucoup, regarder beaucoup de films, certes tout ça, mais regarder la vie, écouter beaucoup les gens, laisser les voix entrer en nous, essayer de voir quel travail font ces voix et ces images en nous-mêmes. Et laisser sortir de soi, à une sorte d'abandon comme ça, presque involontaire, les choses qui nous plaisent, d'une manière quasiment obsessionnelle. Et c'est là que commence le travail, même si c'est une image fragile, même si c'est presque rien, c'est pas nécessairement tout de suite une grande histoire. Une image. Je dirais que si, ce que parfois je dis aux élèves aux étudiants de la FEMIS, où j'enseigne parfois, même si cette image qui doit m'inspirer, c'est le reflet de cette bouteille sur la table en métal, si elle me plaît énormément, je crois qu'à partir de ça, si je travaille, je peux construire une histoire, et même une grande histoire avec énormément de personnages et de paysages. Parce que, en toute chose, il y a le monde entier. Et on ne peut pas travailler toujours sur le monde. C'est un axe de travail. Et il faut qu'il nous séduise, qu'il devienne obsédant. Et c'est là que commence le vrai travail. Explorer ce qui nous séduit, explorer ce qui nous trouble, ou parfois explorer ce qui nous fait mal. Pourquoi? Comment? C'est comme une pelote de laine. Il y a un petit fil, comme ça, tout est embrouillé. On trouve un bout, et puis ça sort, il y a des nœuds, il faut dénouer, etc. Et ça devient un très long fil. Et puis après, on peut le repelotonner, ça refait. C'est ça un film. Et un roman, d'ailleurs, c'est pareil. Donc ça, c'est la première étape, je dirais. La deuxième, c'est l'opiniâtreté et être suffisamment confiant dans son propre projet, malgré le doute, malgré les insomnies, malgré les échecs qui sont nombreux. Il n'y a aucun film, tous les films sont, comment dire, c'est une succession d'épreuves et d'échecs qu'il faut surmonter. Et ça jusqu'au bout. Parce que un film, alors le premier truc c'est soit l'argent qu'on cherche soi-même, soit les relations avec le producteur. C'est compliqué. Et puis après, quand le film se déclenche, c'est comme un bulldozer, parce qu'on a tout le monde avec nous. Et d'un seul coup, c'est presque trop rapide, trop puissant. On voudrait réfléchir.
On voudrait changer, mais on est poussé parce qu'il y a le plan de travail, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut loger les gens, les déplacer, etc. Donc, il faut à la fois avoir beaucoup d'énergie, mais il faut savoir aussi garder sa liberté. Et le moment pour moi le plus déprimant, c'est quand le film sort en salle. Tout ce qui est les interviews, la promotion. Déjà, en général, dans ma tête, je suis ailleurs. Parce que là, c'est fini pour moi. Et là, il faut faire ce travail parce qu'il est très important, parce qu'il nous met aussi en relation avec la presse, avec le public, évidemment, avec le public surtout. Mais quoi qu'il arrive, échec ou réussite, il ne faut pas y accorder trop d'importance. C'est vrai que si c'est un échec, on met beaucoup plus de temps à trouver de l'argent pour le suivant. Si c'est une réussite, on peut se trouver emballé dans le système qui vous demande de refaire la même chose. Qui ne conduit pas d'ailleurs nécessairement à une autre réussite, ça peut conduire à un grave échec. Donc c'est la lucidité comme ça qu'il faut garder tout en étant dans la folie de ce métier-là. Il faut être fou et lucide. Et on n'est pas toujours fou et lucide en même temps. Il y a des jours où on est carrément flippé, complètement déprimé. Et puis de ça, il faut arriver à chaque fois à tourner la manivelle pour refaire démarrer la voiture. L'obsession de l'histoire, j'allais dire. Non, pas histoire au sens historique, mais de la volonté de trop scénariser. Je ne suis pas d'accord avec Bresson et Melville. Je pense que c'est une grande force du cinéma français, même si elle est contestée. Je veux dire, chaque cinéaste est obligé de s'opposer pour imposer. Et je pense que c'était le cas et de Bresson et de Melville. Bresson, son cinéma est magnifique, il n'aimait pas les acteurs, il y a beaucoup de silence, enfin, mais on pourrait dire chez Bresson qu'il y a des longueurs d'image qui ne sont pas... enfin voilà, on pourrait dire il ne se passe rien chez Bresson, ce que je ne pense pas. J'aime beaucoup le cinéma de Bresson, mais ça ne m'empêche pas d'aimer un des très grands films du cinéma qui n'est que parole. C'est La maman et la putain de Jean Eustache, qui est pour moi un immense film de ma génération. Enfin, j'avais 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus quand c'est sorti. C'est un film où il n'y a que du dialogue, et c'est un film absolument fondamental à mes yeux. Melville, bon, aimait l'histoire, lui, c'est-à-dire le côté polar, thriller. Il aimait les acteurs, il aimait l'architecture, il aimait l'architecture de l'image. Ces films sont magnifiques. Mais je ne pense pas qu'on puisse prendre des paroles aussi, comment dire, ce sont des paroles polémiques. On est tous obligés de frapper comme ça à grands coups en disant moi, pour exister, mais je ne pense pas qu'on puisse le théoriser complètement pour les raisons que je viens de vous dire. Il y a des films muets, quasi muets, ou en tout cas des films très silencieux qui sont extraordinaires, et il y a des films extrêmement bavards qui le sont aussi. Et d'ailleurs, on peut créer du silence derrière le langage, c'est-à-dire que parfois les gens parlent pour ne rien dire, et c'est très intéressant de filmer ça. Comment les gens parlent, mais comment dans l'image on peut voir qu'ils parlent pour ne rien dire. Et c'est bien souvent le cas, et même parfois je me demande là, sur cette estrade, si je ne parle pas trop pour ne rien dire. J'espère que je vous aurai dit quand même 2-3 trucs qui vous auront intéressé.
Спасибо. Merci.